encore 2 minutes et puis on va commencer pour ne pas être en retard et pénaliser ceux qui sont venus à l'heure. On n'ira pas au-delà du quart d'heure méditerranéen. Les 10 minutes sont écoulées. On peut donner le top départ de cette journée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans l'auditorium du Musée d'Histoire de Marseille pour une journée d'études qui nous a été proposée très généreusement par mon camarade de droite, Thierry Fabre, que je remercie infiniment d'avoir eu la bonne idée de proposer à ce que ces débats et cette façon de revenir 50 ans en arrière dans l'histoire de Marseille puisse se tenir symboliquement au Musée d'Histoire de Marseille. Évidemment, au-delà du symbole, on a un intérêt évidemment tout particulier dans ce musée à accueillir la communauté des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur ces questions, car c'est pour nous une nécessité que d'être au plus près de la recherche en train de se faire, et puis de réfléchir à la façon d'insérer la recherche dans le discours permanent de ce musée. Et autant vous dire que sur l'année 1973, et sur bien des événements de ces 50 dernières années, nous avons beaucoup d'efforts à faire au musée d'Histoire pour que nous puissions, évidemment, mieux partager avec ceux qui nous rendent visite cette façon-là et ce visage-là de Marseille qui est encore méconnu. Et je remercie évidemment Jim House pour la qualité de la proposition, et puis déjà ce titre, qui déjà est en soi un sujet de débat entre mémoire et histoire. Je ne vais pas me risquer sur une périodicité qui ferait qu'on basculerait de l'histoire à la mémoire, mais enfin le fait est que on voit bien que ces événements ont beau avoir maintenant 50 ans, ils sont loin d'être assimilés par la recherche académique et encore moins par les institutions qui ont vocation à raconter l'histoire que sont les musées d'histoire. Donc nous, on est vraiment ici, avec toute l'équipe du musée, très, très attentifs et très heureux du coup de vous accueillir. Et voilà, c'était avant tout des mots de remerciement et puis de bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes ravis d'imaginer aussi les suites. Je ne vais pas faire la conclusion de la journée qui n'a pas eu lieu, mais en tout cas, on imagine bien ne pas en rester là, puisque nous sommes en ce moment même au musée d'Histoire en train de réfléchir à la refonte du parcours. Notre musée fête ses 10 ans cette année de rénovation. Il a été rénové en 2013. Il fête également ses 40 ans, puisque c'est un musée qui a ouvert ses portes en 1983. Et il est donc légitime que 10 ans après son ouverture, il se pose la question de l'évolution de son discours. Du coup, typiquement, ces sujets-là, on en a un certain nombre identifiés dans nos cahiers, disons, et ces sujets-là vont arriver d'une façon ou d'une autre dans le parcours et dans le futur parcours permanent du musée, qui a bien des écarts et très fort du point de vue de l'archéologie, et peut-être un peu moins fort du point de vue de la mémoire et de l'histoire la plus contemporaine. Du coup, voilà aussi le message que je voulais vous faire passer, disons. Merci. Merci beaucoup à Fabrice Denis de nous accueillir pour cette journée d'études. Alors c'est vrai que avec Jim House à l'IMERA, donc l'Institut méditerranéen de recherche avancée, qui est une fondation d'Aix-Marseille Université, qui accueille des chercheurs et des artistes
en résidence. Et donc Jim House est pour 10 mois en résidence à Limera, dans le cadre d'une chaire du programme Méditerranée que j'ai fait naître à l'Institut. Et on a appelé cette chaire une chaire Germaine Tillon, du nom de cette grande dame de l'anthropologie et de l'ethnologie qui a si bien connu l'Algérie et qui, quelque part, il y a beaucoup de sens à se retrouver aujourd'hui au musée d'histoire de Marseille pour prolonger cette réflexion et bénéficier de l'opportunité, si je puis dire, de la résidence, de la présence de Jim House à Marseille. Lui qui a travaillé pendant de si nombreuses années, qui a fait ce grand livre sur Paris 1961, lors de nos conversations, on s'est dit, mais quand même, ce serait pas mal d'essayer d'esquisser une comparaison entre Paris 1961, qui a fait l'objet d'un très long travail de mémoire, de combat, d'action civile, citoyenne, etc., jusqu'à ce qu'il y ait une reconnaissance et tout un travail justement entre histoire et mémoire qui s'est mis en œuvre. Il nous a semblé que 50 ans après 1973 et tout ce qui s'est passé dans cette ville de Marseille et au-delà, paraissait indispensable d'avoir un éclairage. Et quel meilleur lieu que, au fond, le musée d'histoire en plein cœur de cette ville pour le faire. Et comme le soulignait Fabrice, notre idée, c'est que ce soit plutôt un acte de commencement, quelque chose qui soit un peu inaugural, non, parce que d'autres, évidemment, projets ont déjà eu lieu, mais qui ouvre des travaux à venir, des modes de présentation à venir, et ça rentre effectivement particulièrement bien que au fond, ce moment, cette journée d'études sur Marseille 73 soit au moment où le musée questionne son récit sur la période contemporaine et tous les silences, les occultations ou les dénis qui existent encore très largement à Marseille à ce sujet-là. Moi, je suis venu vivre à Marseille en 95, après avoir fondé les Rencontres d'Averroès, et j'ai tout de suite rencontré un des historiens de Marseille, dont on est devenu assez proche, Émile Temim, et c'est lui qui, le premier, m'a raconté Marseille 1973, parce que jusque-là, je n'avais pas eu beaucoup d'écho ou de précision concernant ce moment qui est si important. Et c'est vrai qu'Émile Temim, non seulement à travers son histoire de Marseille, mais aussi tout le travail engagé, militant, de réflexion, comme historien à l'École des hautes études en sciences sociales, et avec Mehdi Lahlaoui, le réalisateur, et le travail qu'ils ont fait aussi sur les Algériens de Marseille. Il y a, Temim, comme historien non seulement de Marseille, de la guerre d'Espagne au départ, mais aussi je dirais, des migrations, a joué un rôle majeur, me semble-t-il, pour avancer dans les travaux concernant cette dimension un peu occultée de Marseille 73. Et donc aujourd'hui, moi je placerai volontiers cette journée sous le signe de la reconnaissance pour emprunter une belle notion que Paul Ricoeur a développé et qui nous invite à des parcours de la reconnaissance et même à une politique de la reconnaissance qui vise, au fond, d'après ce qu'il dit dans son livre à ce sujet, à favoriser l'accroissement de l'estime de soi. Et il me semble qu'on en est quand même assez loin aujourd'hui à Marseille, 50 ans après, par rapport à des sujets aussi violents que celui-là. Donc, si on pouvait s'inscrire dans un parcours de la reconnaissance, je crois qu'on aurait avancé. Et bien entendu, on ne part pas de rien et les intervenants, les historiens qui sont avec nous aujourd'hui et qui ont été choisis par Jim House ont déjà œuvré pour faire connaître ce moment autour de Marseille 1973. J'ai cité Émile Temim et Mehdi Lahlaoui, Yvan Gastaut qui est parmi nous et qui nous est venu
de l'université de Nice et qui avait déjà écrit et contribué à des travaux sur Marseille 1973. Dominique Manotti aussi, bien sûr, que je salue comme historienne et comme romancière, qui a mis en récit ce moment-là. Rachida Brahim, Samia Chabani, enfin tous ceux qui seront avec nous aujourd'hui, tout ce travail d'ancrage, pour prendre ce beau terme qui existe dans cette ville, pour essayer de raconter une histoire qui est souvent tenue à l'écart. Moi, je me souviens, arrivant à Marseille depuis l'Institut du monde arabe, que parlant de monde arabe, de culture arabe, on avait l'impression que c'était choquant et que c'était presque une insulte de parler de arabe, de langue, de culture. Bon, on a un peu cheminé aujourd'hui, mais on voit quand même bien les crispations identitaires qui sont à l'œuvre, et je crois que cette journée devrait peut-être contribuer à dénouer un peu les choses 50 ans après. Il me semble que Marseille a grand besoin de faire retour sur son histoire récente, son histoire de cité coloniale, et je crois qu'on est loin d'avoir tiré toutes les leçons. Quand même une ville qui a organisé 2 grandes expositions coloniales et qui s'est longtemps targuée de cette histoire. Il me semble qu'un retour critique sur ces moments-là et sur son histoire coloniale et évidemment aussi sur son histoire de migration, car les deux étant profondément liés, et je crois qu'on l'oublie trop souvent. Et peut-être plus encore, puisque on s'approche de notre sujet, plus encore sur les relations si compliquées, si tendues, si singulières entre l'Algérie et la France, aller-retour, où Marseille joue un rôle vraiment considérable à différents moments de l'histoire, que ce soit au moment de la conquête en 1830, des grands moments de l'histoire coloniale, comme jusqu'à 1962 et l'arrivée de plus d'1 million de personnes ici, fort mal accueilli, d'après ce que toutes les sources le disent. Je pense qu'il est effectivement primordial de se pencher sur cette histoire pour sortir des propos si violents et au fond pour entamer ouvrir cette rencontre. Je voudrais quand même, en m'y replongeant, ce texte est devenu célèbre, avec plein de guillemets, qui est l'éditorial de Gabriel Domenech après donc l'acte du 25 août 73 d'un chauffeur de bus qui a été donc tué par un déséquilibré algérien. Et voilà ce que dans son éditorial, Gabriel Domenech, dans le Méridional, a écrit. Assez des voleurs algériens, assez des casseurs algériens, assez des fanfarons algériens, assez des trublions algériens, assez des violeurs algériens, assez des proxénètes algériens, assez des tueurs algériens. Nous en avons assez de cette immigration sauvage qui amène dans notre pays toute une racaille venue d'outre-Méditerranée. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit ce récit, cette proclamation si violente, quasi appel au meurtre, dans l'analyse que l'on peut avoir aujourd'hui, parce que évidemment, quand on entend ça, on entend l'écho qui se propage aujourd'hui, et je dirais que au fond, le travail de questionnement de l'histoire et de la mémoire aujourd'hui vise peut-être à rendre ce type de propos impossible, ou en tout cas de les resituer dans ce qu'ils signifient, dans la portée que les mots peuvent avoir sur des actes, et je crois que nous y reviendrons au cours de la journée. Donc je voudrais terminer sur une note plus lumineuse, qui est justement celle de la conclusion de l'histoire de Marseille d'Émile Témim, que j'aime à citer, parce que je trouve qu'elle éclaire les possibles qui existent dans cette ville par-delà tous ces travers. Et donc Émile Témim écrit ceci, ce sont les dernières phrases de son histoire de Marseille. « Marseille reste par nature une ville carrefour, un lieu de rencontre entre civilisations, dans un monde méditerranéen où les rejets et l'isolement deviennent trop souvent la norme, une passerelle entre les hommes, d'où qu'ils viennent, et les différentes cultures qui s'y rejoignent. Là est sa chance, là est son avenir. »
j'espère que cette journée d'études contribuera à donner un autre visage à l'avenir, celui éclairé par l'analyse historique d'Émile Témime plutôt que ceux des propos de M. Gabriel Domenech. Donc maintenant, la parole est à Jim House, puis à Yvan Gastaut, puis nous aurons un débat, et puis une petite pause, et nous allons continuer à cheminer ensemble durant toute cette matinée. Merci de votre présence, de votre écoute, et je passe tout de suite la parole à Jim. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à Thierry de cette présentation. Et merci beaucoup également, bien entendu, au Musée d'Histoire de Marseille de votre accueil. Avec cet événement d'aujourd'hui, donc, je pense qu'il s'agit de faire en sorte que Marseille 73 figure dans le récit historique marseillais. Et en même temps, on espère que la société française, plus généralement, se saisisse de l'événement et réfléchisse à sa signification. Parce que de quoi Marseille 73 est-il le nom? Nous allons en débattre aujourd'hui. Nous avons affaire à des violences racistes échelonnées dans le temps. Les bornes chronologiques de cet événement restent floues. La séquence commence, certes, fin août 73, suite au meurtre d'Émile Gerlache par Salah Boukrein. Elle se prolonge toutefois sur 6 semaines, en même temps qu'elle fait découvrir l'existence de violences meurtrières contre des Algériens, Marocains et Tunisiens qui ont eu lieu bien avant août 73. Cette question en amont de l'événement, comme l'appellent les historiens, se double d'une interrogation sur l'existence d'une ou de 2 séquences de la violence meurtrière, car cette première séquence de ciblage de Maghrébins, qui comprend au moins 12 ou 13 meurtres et qui se termine fin septembre 73, est suivie d'une reprise de la violence avec l'attentat au consulat d'Algérie de Marseille le 14 décembre, qui a fait 4 morts. Mais les violences ne se terminent malheureusement pas. Voilà, donc cerner l'événement, ça c'est, je pense, l'une des questions importantes pour aujourd'hui. Il faut bien entendu remettre la production de ces violences dans leur contexte, dont les contextes sont pluriels. Voilà, place des Algériens comme émigration coloniale dans la société française depuis les années 1910, exacerbation de l'hostilité envers les Algériens en raison de la résistance au colonialisme et en raison de la guerre d'indépendance algérienne notamment, et ces nombreuses séquelles qui sont politiques, sociales ou tout simplement démographiques. Marseille les vit plus que toute autre ville de France. Ensuite, politique migratoire et discours politiques et médiatiques de plus en plus hostiles depuis la fin des années 60 et qui problématisent les Algériens plus que les autres immigrés, alors que se crispent les relations bilatérales franco-algériennes. Bref, il faut articuler les différentes échelles locales, régionales, nationales, internationales, en même temps que les différentes temporalités. Les bornes chronologiques de l'événement ne constituent pas le seul point sur lequel il faudrait débattre. Il y a aussi une question de géographie, car les violences pendant les mois d'août-décembre ont touché non seulement Marseille, mais aussi Aix, Nice, Toulon, bref, la région au sens large. Par conséquent, parler de Marseille 73 ne devrait pas faire oublier ces autres lieux de violence qui en disent long sur un racisme qui se vit et s'exprime au quotidien sur le plan micro-local, sur les chantiers, dans les bars, dans les commissariats, dans les transports en commun, par exemple. Il y a aussi la question de l'impact de l'événement. Impact, bien entendu, tout d'abord sur les familles des victimes. Victimes de la mort d'un proche, toutes les victimes en août et en septembre sont des hommes, et souvent victimes par la suite d'une absence de justice. Ces violences ont aussi provoqué une réaction antiraciste importante au moment où des immigrés et leurs soutiens
était déjà mobilisé sur des questions de l'immigration et du logement dans cette longue période de l'après-mai 68 avec une extrême gauche dynamique, sinon puissante. Impact aussi sur le long terme en ce qui concerne les questions mémorielles et commémoratives, et je terminerai ma communication donc plus tard justement sur ces questions, et nous allons le voir également cet après-midi lors du visionnage du documentaire de Dominique Manotti. En même temps que de nous adresser au public marseillais et national, l'un des objectifs d'aujourd'hui est aussi d'encourager plus de travaux universitaires sur Marseille 73 et de renforcer sa place dans la recherche. Pour ce faire, nous avons donc rassemblé, comme le disait tout à l'heure Thierry Fabre, donc les intervenants et intervenantes qui connaissent le mieux cette histoire et qui ont cherché à en assurer la visibilisation sociale et universitaire. Donc Yvan Gastaud, donc aujourd'hui pour la mise en contexte immédiate de Marseille 73, et qui publie sur la question depuis 30 ans. Rachid Abrahim par la suite, donc lors de la deuxième séance de ce matin, qui a consacré sa thèse de doctorat en sociologie à Marseille 73, et on a tiré un ouvrage. Voilà, elle va nous parler entre autres de l'absence de justice pour les victimes et leurs familles dans un contexte de forte impunité institutionnelle et sociale. Et dans la dernière intervention d'aujourd'hui, l'autrice de polar et historienne Dominique Manotti nous parlera de son choix d'écrire un roman sur Marseille 73. Tous les intervenants débattront par la suite avec Thierry Fabre lors d'une table ronde animée par Samia Chabani, directrice de l'association Ancrage qui a tant fait pour la promotion de l'histoire et de la mémoire de l'immigration à Marseille. Donc merci beaucoup à tous et à toutes de votre participation. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tout le monde est d'accord pour être filmé ? Parce que nous allons, j'espère, mettre en ligne ces débats sur le site de l'IMERA avant l'été. C'est bon ? D'accord, très bien, merci. Alors, je me tourne, après cette brève introduction, je me tourne maintenant à ma propre introduction. Donc, analyse comparative entre octobre 61 et Marseille 73. Donc j'ai réfléchi, en fait, à août-septembre 73, à partir des connaissances que j'avais par rapport au massacre de Paris d'octobre 61. Donc j'essaie de faire une comparaison. Je vais faire un peu de contexte par rapport à Paris avant de revenir au cas marseillais. Donc quelle est cette histoire ? Donc la volonté répressive, je recommence. La violente répression des manifestations pacifiques pour l'indépendance organisées par la Fédération de France du FLN à Paris, donc le 17 octobre 61, est aujourd'hui considéré comme l'un des événements clés de la guerre d'indépendance algérienne. Cette répression est en effet un révélateur du rôle décisif joué par l'immigration algérienne durant le conflit, mais aussi d'une raison d'État qui, pendant plusieurs décennies, a occulté l'ampleur du massacre auquel elle a donné lieu. Toujours contesté, le bilan humain se chiffre sans doute à des dizaines d'hommes tués par la police le 17 octobre 61, donc spécifiquement le 17. Je vais revenir à cette question. Alors, au temps de la guerre, Paris était aussi une ville sous tension, pour anticiper sur l'intitulé de la communication d'Yvan Gastaud qui va suivre. Entre 1954 et 1957, le FLN avait mis sur pied une structure très sophistiquée qui a permis de collecter des fonds auprès des immigrés algériens en France et ainsi de financer la lutte armée en Algérie. En réaction, la préfecture de police de Paris avait élaboré un système répressif destiné à démanteler ces réseaux. Et avec la nomination de Maurice Papon comme chef de la police parisienne en mars 1958, ce système s'est montré de plus en plus dur en tactique répressive, tactique qui cherchait délibérément à s'affranchir des limites de la répression légale, donc arrestations et détentions arbitraires, torture, violences punitives et collectives, vol, destruction d'objets et de documents personnels.
Loin de viser les militants nationalistes uniquement, ce système répressif a en effet ciblé l'ensemble des Algériens de la région parisienne, faisant souvent usage d'une violence donc punitive. La peur s'était installée parmi les Algériens de la région parisienne, et on va revenir à cette question de peur plus tard pour Marseille. Dans un contexte de montée de cette violence, à partir de l'automne 61, en lien avec les négociations alors en cours contre l'État français et le GPRA, donc le gouvernement provisoire de la République algérienne, et en raison aussi des attentats mortels perpétrés par le FLN contre la police qui avait provoqué la mort de 13 officiers entre fin août et début octobre 61. Le couvre-feu discriminatoire imposé aux Algériens de la région parisienne le 5 octobre a constitué une mesure supplémentaire à laquelle donc, la FLN devait riposter. Il était sous pression en fait, de sa base pour faire quelque chose. Les manifestations du 17 octobre étaient aussi un boycott de fait de ce couvre-feu. Elles avaient également d'autres objectifs en lien avec les négociations en cours avec l'État français, donc montrer tous ces Algériens solidaires des objectifs de l'indépendance, faire passer un message tant à la gauche française qu'à l'opinion internationale. Donc il s'agit de manifestations interdites, inédites, dont il faut souligner, je pense, l'aspect symbolique, l'occupation, entre guillemets, de la capitale, vide vitrine de l'Empire, par environ 30 000 Algériens, hommes et femmes, qui ont pu ainsi exprimer leur ras-le-bol contre la répression, mais aussi leur fierté d'exister. Et comme on le sait, donc la police a souvent tiré sur des manifestants qui sont restés pacifiques. Elle a jeté d'autres dans la Seine. Il y a eu 1 millier de blessés, 11 000 arrestations. C'est ce qu'appelle l'historien Emmanuel Blanchard une immense rafle également. Voilà. Et donc Emmanuel Blanchard a écrit un livre très intéressant là-dessus, La police parisienne et les Algériens, mais il a également écrit un texte, une recension très intéressante du roman de Dominique Manotti, que vous retrouverez sur ce lien. Malgré cette répression, il y a eu d'autres mobilisations les jours suivants, dont la manifestation des Algériennes le 20 octobre, avec presque 1 millier d'arrestations de femmes. La dissimulation, l'impunité étatique ont suivi. Je vais y revenir. Mais donc, la disparition du massacre s'explique également par une gauche très timide face à ces violences, en raison du massacre de Charonne, 9 morts en février 62, tous communistes, tous militants, et également des positions timides prises par le GPRA qui ne voulait pas compromettre ces négociations en cours avec l'État français. Alors, pourquoi essayer d'établir une comparaison entre ces deux événements? Parce qu'il y a beaucoup de différences, parce qu'il y a aussi beaucoup de similitudes, c'est ça. Et donc, je vais essayer de nous faire découvrir un petit peu Marseille 73 à travers ce qui s'est passé à Paris. Alors, les contextes donc, sont différents. Nous sommes en 61 dans une drôle de fin de guerre. Donc les négociations sont là. Bien sûr qu'en 73, il y a donc un État algérien indépendant qui prétend défendre les intérêts de ses ressortissants. À l'époque, en 61, le gouvernement français est partagé sur la question algérienne, entre guillemets. Le Premier ministre, Michel Debré, est lui-même hostile à l'idée de l'indépendance de l'Algérie, et selon Gilles Monserand, historien, il soutenait donc la position très dure de son ministre de l'Intérieur, Roger Frey, qui lui soutenait la position très dure de son préfet de police de Paris, Maurice Papon. Malgré, ou peut-être à cause même de ces tensions au sein du gouvernement français sur le dossier algérien, les activités répressives ont continué et sont couvertes. Seules exceptions à cette règle, parfois les violences des harkis, quand elles ont lieu à Paris-Centre, contre
des Français métropolitains, donc par erreur, hein, sont médiatisés. Hein, mais sinon, il y a une impunité totale par rapport aux forces de l'ordre. Mais je souligne que contrairement à ce qu'on verra à Marseille, en octobre 61, la violence létale est uniquement le fait de policiers et de gendarmes. C'est important. Certes, quelques civils et des pompiers aident la police à pourchasser les manifestants le 17 octobre, mais ces hommes ne commettent pas de meurtre. Malgré l'écart important entre le bilan humain dans les deux cas, ce qui rapproche octobre 61 de Marseille en 73, c'est la manière dont nous avons affaire à un paroxysme de la violence qui s'était pourtant déjà banalisé. Justement, pour les milieux anticoloniaux et antiracistes, les assassinats de fin août 73, tout comme pour les militants de gauche en 61, avec le massacre du 17 octobre, sont révélateurs d'une violence de plus longue durée, arbitraire et impunie. Voilà, je pense que c'est important à souligner. Alors, bien sûr qu'à l'époque, les violences d'octobre 61 ont été visibilisées, médiatisées. Voilà, donc deux textes de l'époque, deux textes militants dont je me sers pour enseigner octobre 61 dans mon université. Et ce qui est intéressant quand on les lit, enfin, quand on lit un petit peu à travers les lignes de ce qui est dit dans ces deux livres, qui sont voilà, des plaintes en justice ou bien des articles de presse, c'est que les Algériens qui portent plainte ou les articles de presse qui sont basés sur des entretiens avec des Algériens dans des bidonvilles, dans des autres quartiers de Paris, très souvent les Algériens disent en fait avoir été brutalisés, agressés en septembre 61 ou avant le 17 octobre. Voilà, et donc ces textes sont importants sur le plan historique, ce sont des textes militants, hein, mais sont intéressants sur le plan historique parce qu'ils nous font en fait remonter à la séquence de la violence qui n'a pas commencé avec le 17 octobre et à des questions de peur. Donc ce sont des textes très importants pour l'historien. Parfois, il s'agissait d'opérations de police qui ciblaient des individus connus pour être militants du FLN. Hein. Pourtant, dans la plupart des cas, il s'agissait d'une violence aveugle dans le sens d'une violence punitive. Punir la communauté à travers un individu choisi au hasard, qui était donc agressé, parfois tué. Donc, ce n'est pas une violence gratuite, c'est peut-être une violence aveugle, mais ce n'est pas une violence gratuite parce qu'elle cherche à envoyer un message. Voilà, donc c'est ça qui est important, je pense, à comprendre avec cette violence de l'époque, mais également, je pense, dans le cas de beaucoup d'assassinats avec Marseille 73. Parfois, à Paris, les policiers se trompaient de cible et agressaient des Marocains, des Tunisiens, même des Américains. J'aurais pu citer des Maltais, des Égyptiens, des Martiniquais, des Italiens ou encore des Libanais. Voilà. Et à ce moment-là, hein, parce qu'il s'agissait d'étrangers, donc ils avaient une représentation consulaire qui allait donc écrire une lettre de protestation à Papon qui devait répondre, éventuellement verser des indemnités aux personnes brutalisées par la police. Mais à l'époque, bien sûr, les Algériens, justement, n'avaient pas de drapeau, comme ils disaient, ils n'avaient pas d'ambassade. Donc c'était ça tout problème. Donc c'est parce que nous avons affaire à une chronologie de la violence illégale qui est très longue, que l'ouvrage que j'ai écrit avec Neil McMaster s'appelle Paris 61, donc, et pas Octobre 61, ou encore le 17 octobre 61. Et en 61, des policiers pensaient pouvoir se faire justice eux-mêmes. Ils pensaient que la justice légale ne réprimait pas suffisamment les assassinats du FLN sur des policiers, et ils se savaient couverts, ces officiers. Voilà. Et parfois, il y avait des violences en dehors des heures de service. Par exemple, les Algériens relâchés du centre de triage de Vincennes étaient souvent kidnappés par des policiers quelques centaines de mètres plus loin, alors qu'ils marchaient vers le métro, mais qu'ils étaient marqués comme libérés, hein, dans les registres. Voilà, donc à ce moment-là, ça devient extrêmement sinistre. Certains policiers, souvent communistes ou CFDC, dénonçaient en interne ces pratiques illégales, mais leur voix ne pesait pas pour beaucoup, ni parmi leurs collègues, ni parmi leur hiérarchie. Papon avait tout fait pour purger la police des officiers communistes. C'était la guerre froide. Et il y avait cette haine sourde des Algériens
qui existait dans beaucoup d'officiers de base à Paris en 61. Il y a des officiers qui ont témoigné par la suite, hein, qui n'attendaient que ce moment, hein, parce que des Algériens sortent tous ensemble pour se venger. Voilà, donc voilà, ça décrit un petit peu, je pense, le contexte de l'époque. Voilà, parce qu'ils se croyaient en position de légitime défense, hein, face à des Algériens essentialisés comme étant violents, et tous les Algériens étaient considérés comme étant responsables de ce que faisait le FLN. Et on rencontre aussi l'idée de la légitime défense, entre guillemets, dans les travaux sur les morts d'Algériens dans les années 70. Ici, il y a deux cas de figure, ou bien dans le contexte de policiers qui ont tué des Algériens. Voilà, donc ce n'est pas notre cas, hein, en 73, en tout cas dans un état quand ils étaient en service, ou bien lors de cette flambée de violence d'août-septembre 73, quand le meurtre de Garlache confirme, entre guillemets, les stéréotypes qui circulaient déjà dans la société française sur les Algériens, soi-disant violents, criminels et fous, et dont les Marseillais devraient avoir peur et contre lesquels ils devraient se défendre. Pour les milieux antiracistes et d'extrême gauche, par contre, la réaction meurtrière à l'assassinat de Garlache atteste de l'idée d'un racisme ambiant et de l'impunité des auteurs de violences. Au niveau national, le cas de Djelali Ben Ali en 71 ou celui de Mohamed Diab en 72 constituent des cas emblématiques, mais respectivement parisiens et versaillais, non marseillais. À quel point est-ce que le mouvement des travailleurs arabes et d'autres militants localement ont pu utiliser les violences anti-algériennes de fin août 73 pour jeter une lumière sur ce qui s'était passé plus tôt en 73 et pendant les années précédentes dans la région? Donc je lance la question. L'intitulé de cette journée d'études, Marseille 73, répond de ce besoin d'inclure de nombreux assassinats isolés, échelonnés dans le temps et répartis à travers la ville et sa banlieue. Le terme de massacre ne convient pas et ratonnade ne semble pas avoir été beaucoup utilisé à l'époque, mais je peux me tromper, mais parfois employé aujourd'hui. Dans cette flambée raciste, pour reprendre l'expression d'Yvan Gastaut, il s'agit souvent d'expéditions punitives, hein, comme contre des Maghrébins. Donc expédition punitive, c'est un terme qui revient très souvent dans les écrits. Voici quelques autres titres sur la question. Voilà, même avec les post-it, donc vous voyez que j'ai essayé de travailler. Voilà. Voilà. Et à partir de la fin du mois d'août 73, l'opinion commence à s'émouvoir de cette série de meurtres d'hommes, uniquement d'hommes, qui cristallisent les haines. Hein. L'aspect genré est à souligner. Il faudrait peut-être en débattre un peu plus. Seul le cas de la Younes est beaucoup médiatisé. Et cette image, enfin, c'est l'affiche, hein, qui est, voilà... qu'on a utilisé pour faire l'affiche de la journée dans les fiches de l'époque, contribue à tout un processus qu'on retrouve souvent dans les mobilisations antiracistes, voilà, d'éviter toute anonymisation des victimes, d'éviter toute désindividualisation des victimes, souligner donc à travers le visage l'être humain qui a été visé par les violences. Je pense que c'est très utile. Et il y a eu par la suite au moins une autre affiche avec le visage d'une autre victime, que je n'ai pas malheureusement avec moi aujourd'hui. Ce qui fait vraiment événement, entre guillemets, beaucoup plus, c'est l'attentat en fait contre le consulat de l'Algérie en décembre 73. Hein. Donc voilà, donc pour l'historien, c'est intéressant de comparer ces deux micro-séquences de violence. Pour l'instant, aucune publication ne semble avoir établi une liste nominative définitive des victimes marseillaises, ce qui rappelle les difficultés qu'ont eues les historiens, comme Enodi, qui ont travaillé sur octobre 61, et nous-mêmes, moi et Neil McMaster. Le bilan humain reste imprécis dans les deux cas. La répartition et le nombre des assassinats entre août et septembre 73 ne sont pas définitivement établis non plus. L'autographie des noms de certaines victimes algériennes à Marseille varie beaucoup également, tout comme pour Paris en 61.
Dans les deux cas, l'absence d'informations exactes est fonction du peu d'intérêt pour les victimes du côté de l'État et d'une bonne partie de la presse et de la société civile, et de l'absence d'enquête judiciaire sérieuse dans beaucoup de cas. Bref, il y a eu impunité judiciaire, dans beaucoup de cas, mais il y a eu aussi impunité sociale. Donc c'est la société aussi qui n'a pas fait le travail. Ce n'est pas que l'État. Alors, pour aborder rapidement un peu plus les questions d'impunité, alors les réactions face à ces violences en 1973 ont obligé l'État français à réagir quand même. Et les travaux en langue anglaise ont surtout abordé ces questions de l'antiracisme. Donc, je les cite, Daniel Gordon, Ed Naylor, Cathy Lloyd. Voilà, donc il y a toute une publication en langue anglaise sur ces questions qui examine Marseille spécifiquement. Comme l'ont montré Rachid Abrahim et Ed Naylor, l'État français a tendance à requalifier les violences racistes en règlement de compte, ou encore à suggérer que les organisations de gauche et l'État algérien ont exagéré la dimension raciste de ces violences. En invoquant les problèmes de cohabitation entre différentes cultures, souvent par référence au seuil de tolérance, certaines déclarations officielles de fonctionnaires et d'élus ont rendu les violences anti-algériennes inévitables et donc presque excusables. Pendant les années 60, plus généralement, quand il s'agit de policiers mis en cause, les hauts fonctionnaires reprennent la version policière de la légitime défense face à des maghrébins violents, entre guillemets. Certains de ces procédés rappellent toute la gamme de techniques employées par la police parisienne et le gouvernement pour organiser l'occultation du 17 octobre et l'impunité judiciaire des acteurs étatiques. Je n'ai pas le temps de les analyser tous, il y en a eu tellement, donc une version officielle mensongère. Pour l'État français, il n'y a jamais eu de massacre le 17 octobre. Employer le terme massacre est contesté par la droite et l'extrême droite de nos jours. J'en ai fait l'expérience personnelle en 2021 lors d'une audition devant la commission des lois du Sénat. La version officielle a avancé que des policiers auraient agi en état de légitime défense face aux tirs de la part des manifestants, ce qui était manifestement faux. Certains décès d'Algériens ont été imputés au règlement de compte entre la FLN et l'organisation nationaliste rivale, le MNA. Voilà, version qui est plus crédible, qui est fausse, mais qui est plus crédible parce que les Parisiens se souvenaient de cette guerre des cafés qui avait eu lieu entre la FLN et la MNA entre 1955 et 1957, qui, sur l'ensemble du territoire métropolitain, avait fait au moins 5000 morts. L'ouverture d'enquêtes judiciaires a mis fin aux tentatives de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Donc ça, c'est l'autre procédé classique. Des documents potentiellement compromettants ont été détruits, dont les archives fermées jusqu'à la fin des années 90. Et les cadres administratifs et policiers de base ont pu anticiper de leur côté sur des amnisties qui sont vite intervenues. Dans un premier temps, j'avais écrit sur des amnésies qui sont vite intervenues. Enfin, des amnisties de la fin de la guerre. Enfin, la presse anticoloniale radicale a été, elle, censurée par le pouvoir, donc, et parfois criminalisée. Impunité judiciaire et plus largement étatique, mais aussi impunité sociale, car l'hostilité algérienne dans la société en 61 était telle que la gauche anticoloniale, avec sa fonction de contre-pouvoir, est restée marginalisée, sans doute plus marginalisée que ne l'étaient les mouvements antiracistes et de défense des immigrés en 1973. Depuis une dizaine d'années, je travaille surtout sur Alger et Casablanca, pour un ouvrage sur l'histoire des bidonvilles à l'époque coloniale. Ce qui m'a frappé, en me plongeant dans l'histoire de Marseille et plus généralement du sud de la France en 1973, pour cette journée d'études, c'est la similitude entre ces violences métropolitaines et certains types de violences au Maghreb commises par des Européens sur des Algériens ou Marocains, et cela avec la complicité des forces de l'ordre et du système judiciaire sur place. Suite à des attentats nationalistes, par exemple, les Algériens devaient rester chez eux lors des enterrements, sinon ils risquaient de se faire lyncher. Ce qui s'est produit en décembre 1956, par exemple, lors de l'enterrement d'Amédée Froger, président de la Fédération des maires d'Algérie, tué dans un attentat nationaliste à Alger. Et cet ouvrage récent de Sylvie Tenot analyse bien ces questions, et donc ratonnade, vous voyez le terme revient.
La question des complicités éventuelles entre police, justice et milieu des fervents défenseurs de l'Algérie française revient bien sûr dans les écrits sur Marseille 73. Je n'ai pas osé aborder ce dossier, qui me paraît très complexe, mais dont il va falloir parler aujourd'hui. Autre parallèle France-Maghreb, c'est la peur ressentie par les Maghrébins devant ce danger des violences racistes qui, comme on vient de le voir, n'avaient pas attendu la création de l'OAS en 61 pour s'exprimer. Donc là, l'exemple, c'est de 56. Les parents qui gardent leurs enfants à la maison, il y a de véritables sentiments de vulnérabilité qui s'expriment, comme à Marseille en 73. Donc j'ai eu ça aussi dans mes entretiens avec d'anciens habitants des bidonvilles d'Alger. Voilà. Donc, bidonville qui a été assiégé par l'OAS à la fin de la guerre, dont les enfants ne pouvaient plus aller à l'école, d'autres ne pouvaient pas partir travailler ou suivre une formation. Voilà, c'était trop dangereux. On tirait même sur des enfants. Au contraire, comme le disaient les graffitis ou les affiches en 73, Marseille a peur, mais en parlant de la peur des Européens. En situation coloniale également au Maghreb, quand les Européens avaient peur, ils pouvaient utiliser une grande violence. Dans l'historiographie, l'on parle souvent de milices européennes armées en Algérie et au Maroc, ce qui me fait penser aux événements de Marseille en 73 et au comité de défense des Marseillais. Je pense également aux violences anti-maghrébines de Grasse en juin 73, où une partie de la population vient en renfort aux forces de l'ordre et aux maires dans une véritable chasse à l'homme. Ici, donc, c'est la comparaison avec le Maghreb plus qu'avec Paris qui semble propice à éclairer le cas marseillais. Giudice, dans son livre Arabicide en 92, parle des agressions racistes contre les Algériens en France comme, je cite, d'un crime de guerre en temps de paix. Je trouve que ça rend bien compte de ce qu'on vivait à Marseille en 73. Donc, à travers une comparaison entre les deux événements que réunit l'histoire du racisme, mais qui se distingue pourtant de par leur contexte et les auteurs des violences, mais pas par leurs victimes, j'ai voulu essayer d'éclairer le cas marseillais en passant par Paris et Alger. Donc il y a beaucoup de pistes possibles pour prolonger les recherches sur Marseille 73, à l'une de ce qui s'est fait pour octobre 61, donc avec une chronologie définitive des violences et un bilan humain complet, des précisions sur les victimes, sur la géographie des meurtres, sur la géographie, je dirais plus générale, de l'immigration et de l'histoire du travail aussi de cette époque. Et l'histoire orale sera ici d'un grand apport, notamment pour comprendre l'histoire de la mémoire de Marseille 73. Parce que, comme vous le savez, pour octobre 61, il a fallu des décennies de travail de mémoire pour que cette date fasse événement. Et il y a eu une sorte de nationalisation par le bas de cette mémoire. Donc c'est un travail à faire, sans doute, à continuer pour Marseille 73. Donc, quel est donc l'avenir du passé de Marseille 73 ? C'est ça la question. Quelles pourraient être les porteuses et porteurs de cette mémoire et avec quels objectifs ? J'ai hâte d'en savoir plus sur les initiatives qui ont déjà été prises dans les espaces publics, comme la pose de plaques commémoratives sauvages, entre guillemets, que nous allons voir dans le documentaire de cet après-midi, et avec la plaque commémorative pour l'attentat du consulat de l'Algérie installé il y a quelques années. Comment faire en sorte que des générations de jeunes Marseillais découvrent ce passé ? Quel lieu de mémoire physique ou symbolique pourrait le mieux rendre compte de cet événement qui comprend racisme, histoire de l'immigration, séquelles de la guerre d'indépendance algérienne, impunité judiciaire et sociale, mais constitue également une étape dans la construction d'un mouvement antiraciste solidaire. Merci. Beaucoup à Jim House d'avoir apporté cet éclairage. Vous voyez tout l'intérêt d'un
d'un historien venu d'Angleterre qui a travaillé sur Paris 1961 et qui, en résidence à Marseille, se pose la question de cet effet miroir, de comment on peut discerner des comparaisons, des distinctions, des approfondissements, parce que c'est des chemins de recherche qui s'ouvrent, je crois, et avec cette question, enfin cette double question, moi que je retiens d'abord celle que tu as en ouverture, hein, de quoi Marseille 1973 est-il le nom? Il me semble que ça peut être un des fils conducteurs de notre journée, de savoir comment nommer. Moi, je suis très camusien, j'ai mal nommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde. Comment bien les nommer? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le nommer? Ratonnade, expédition punitive? Je crois qu'il y a un débat nécessaire à avoir sur ça, et y compris le jour de la mise en musée, si je puis dire, ou la présentation dans un musée d'histoire ou dans d'autres lieux. Comment on le nomme? Et je crois qu'il y a besoin d'échanges, de débats, de controverses, de désaccords, de délibérations en tout cas sur ce type de questions. Bon. Puis les comparaisons, je veux dire, sur la peur, l'impunité, le sentiment de vulnérabilité, avec des allers-retours. Et puis, au fond, la question que tu poses au terme de ton interrogation, de ton intervention, quel est l'avenir du passé de Marseille 1973? Voilà, je pense que quelle belle question inaugurale au moment de cette journée d'études. Donc nous allons maintenant dans l'acte 2 de cette journée accueillir, s'il veut bien, Yvan Gastaut, donc historien, maître de conférence à l'université de Nice, Sophia Antipolis, qui travaille sur ces sujets depuis de nombreuses années et qui donc nous fait l'amitié d'être là pour à la fois éclairer cette ville sous tension et si tout marche bien, d'avoir un certain nombre d'images d'archives, parce qu'il travaille volontiers avec les images d'archives de l'INA en particulier. Et c'est vrai que là aussi, pour donner un visage à ces moments d'histoire, je crois que ce questionnement des archives visuelles est particulièrement passionnant. Yvan Gastaut. Bon, merci beaucoup Thierry pour l'invitation. Merci à toi Jim pour aussi m'avoir invité. Et merci au Musée d'Histoire de Marseille de m'accueillir pour cette extrêmement intéressante journée sur Marseille 73. Alors, moi je vais d'abord, je me permets de faire quelques minutes d'égo-histoire pour essayer d'expliquer de quelle manière je me suis intéressé au sujet, puisque moi j'ai pas, à la différence de Rachid Abrahim et de Madame Manouti, publié d'ouvrages pleinement adaptés à ce sujet. Par contre, des articles, et ça a constamment cheminé ma recherche sur les questions de représentation d'immigration. Et je pense, comme disait Jim, que ce sujet peut être abordé de différentes manières, avec différentes voies, différentes approches également. Et du coup, oui, les pistes sont nombreuses et variées. Oui, moi j'avais parlé de flambée raciste sans avoir vraiment trop réfléchi quand tu dis mal nommé. Et je m'étais intéressé à ce sujet. Ça, c'est en réfléchissant à la manière dont j'allais présenter les choses aujourd'hui, je suis revenu sur un passé assez lointain de mon travail lorsque je faisais un DEA à l'époque, un Master 2. J'avais commencé à travailler sur les questions d'immigration italienne, ce qui était une tradition à Nice. Et en fait, j'avais une vocation qui était un peu comme ça, incertaine, c'était de travailler sur l'histoire immédiate, qui, au début des années 90, était une histoire mal vue, très mal vue par les institutions. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec cette ambition, où d'évoquer les années 60, 70, 80. C'était en 1992. Et en fait, j'ai découvert ce que j'ai appelé la flambée raciste de Marseille, même si le terme doit être revu, dans ce qu'on appelle les archives du pauvre, c'est-à-dire la presse. La presse écrite. Je feuilletais Le Monde à la fac de droit de Nice et en feuilletant, je suis tombé sur septembre 73 et c'est par ce biais-là que j'ai découvert ce qui s'était passé à travers la presse, d'une certaine manière. Donc, les récits médiatiques, on va dire, le récit de la presse écrite, pas encore de la presse, enfin pas encore des médias audiovisuels. Et en 1992, c'est un sujet qui n'était pas traité du tout et qui en fait m'a amené à aborder finalement un thème beaucoup plus large, qui est la question des représentations de l'immigration dans la France de la Ve République, dans lequel ce travail, ce qui s'est passé à Marseille en 73, avait une bonne part, une bonne place. Notamment parce que justement il me semblait que c'était un tournant, et moi comme toi Jim je suis assez sensible à la question des dates
et je suis intéressé effectivement au rythme de l'histoire. Hein. Donc quand tu me dis Paris 61, Marseille 73, ça amène effectivement à stimuler la réflexion, et c'est peut-être un peu autour de ça que je voudrais évoquer les choses. Alors bien sûr, double illégitimité de ma part, puisque d'un autre côté je suis pas marseillais. Et alors, oui, non, mais bon. Et d'ailleurs, ça m'interroge sur le fait que Jim Darrow non plus, et qu'il y ait une école anglaise britannique, donc Daniel Gordon, qui était niçois à un moment donné, et puis également Ed Naylor, qu'on connaît bien, et puis ton compère Neil McMaster, donc ils sont intéressés à ce sujet, hein, donc voilà. Et deuxième disons, dimension, j'étais pas, disons, issu de l'immigration d'une certaine façon, hein, mais j'étais très sensible à ces sujets, surtout parce que dans les années 80, il y avait ce militantisme antiraciste assez important qui venait jusqu'à Nice. D'ailleurs, la dimension régionale est importante, me semble-t-il. Parce que tu as évoqué Grasse, je vais en parler. En revanche, je voulais vous dire aussi que j'avais proposé à publier un article sur ce sujet en 1993 qui est paru dans la revue de Migrantaire qui s'appelle la REMI, la revue Migration Européenne. Et je peux vous avouer que cet article a eu beaucoup de mal à passer. Parce que, bon, il n'était pas terrible d'ailleurs, hein, c'était un article assez factuel. Mais on se demandait pourquoi publier un truc là-dessus, et pourquoi c'était finalement... Alors la REMI était plutôt une revue qui publiait des articles de type... des disciplines qui n'étaient pas tellement l'histoire, c'était plutôt la sociologie, la géographie, la psychologie sociale. Donc si l'article est passé, c'est grâce à mon collègue Ralph Shore qui a beaucoup insisté pour qu'il passe, mais sinon il ne serait pas passé. En revanche, aujourd'hui, on me parle beaucoup de cet article comme étant finalement un article qui en 93, c'était les 20 ans à l'époque, hein, c'était donc il y a 30 ans. Et... oui, je sais pas, mais ça m'interroge. Je me suis jamais trop interrogé là-dessus, mais pour la journée, ça m'a questionné. Et du coup, cet article a été un peu connu. Et à Marseille, j'ai reçu un double bon accueil autour de ça. Le premier, tu l'as dit, Thierry, c'était Émile Temim, qui avait commencé déjà son entreprise qui s'appelait Migrance, hein, c'est cette série d'études très, très approfondies en 4 volumes sur l'histoire de Marseille, des migrations en Marseille en particulier, voilà, qui avait commencé, je crois, en 89, si je ne me trompe pas, hein, je regarde mes collègues, et en même temps aussi des milieux associatifs de l'époque, je pense notamment au CIDIM, hein, qui, en 1993, m'a amené à consulter, sans que j'aille plus loin, hein, des documents que je n'avais pas consultés, c'est-à-dire des archives, on va dire, plus significatives, hein, notamment du militantisme qui s'était organisé, on en a parlé. En 1973, il y a aussi l'émergence. Enfin, l'émergence, ou en tout cas, si l'événement est important, c'est aussi qu'il y a une efflorescence de l'action militante, qui n'a pas attendu d'ailleurs 73, mais qui est déjà très importante à ce moment-là. Et je crois que 73 existe aussi parce que non seulement c'est le racisme, mais c'est l'antiracisme également, me semble-t-il, qu'il faut prendre en considération. Et donc du coup, cette question de l'histoire immédiate est une question qui me semble essentielle, centrale, parce que du coup, cette histoire, elle a pu cheminer, hein, notamment par rapport justement aux structures associatives mémorielles qui déjà œuvraient à cette époque. Quand je dis cette époque, c'est les années 90, vous voyez, parce qu'on navigue entre les époques. Hein. Là, vous voyez, je parle de 73, de 93 et finalement d'aujourd'hui. Je pense notamment, alors, il y avait donc le CIDIM à Marseille et l'association Générique à Paris, qui a aujourd'hui disparu, mais qui, notamment avec des militants plus ou moins liés à Marseille, hein, comme Driss Ali Azami ou Saïd Bouziri, hein, s'était évidemment beaucoup intéressé à ce sujet, et on nourrit la réflexion. Donc ce que je dirais, c'est que l'historien a travaillé beaucoup, hein, au départ, donc de manière un peu aveugle, sur des archives accessibles à tous, mais finalement peut étudier la presse, et puis finalement nourri par, progressivement, de manière un peu comme ça éparse, des documents qui émergent par-ci par-là. À un moment donné, j'entendais parler de la valise du CIDIM, où il y avait plein de tracts là-dessus, hein, alors j'en ai vu une partie, mais j'ai pas tout vu. Bref, voilà, donc si vous voulez, et à Marseille, en 1993, le sujet était un peu, effectivement, éteint, on va dire, hein, parce que c'était une période où, au contraire, me semble-t-il, la ville valorisait un côté beaucoup plus positif. C'était l'époque, alors je ne dis pas que c'était une époque dorée, hein, mais c'était l'époque du maire Vigouroux qui avait développé toute une série de stratégies, de présentation, d'un récit, comme tu dis, d'une narration de Marseille cosmopolite, qui voyait cet épisode de 20 ans un peu comme une sorte de négation de ce discours. Donc il me semble que l'époque n'était pas vraiment, à ce moment-là, en 93, 94, 95, dont tu parlais, hein, tout à fait favorable à creuser à fond cette histoire pourtant très fraîche.
Alors, moi, il y a un sujet qui vraiment m'interroge donc c'est effectivement le caractère sudiste du sujet. Et je prendrai comme référent justement une manière dont on a évoqué les incidents de Marseille, les massacres de Marseille, les meurtres de Marseille, comme étant une sorte de réalité qui était celle du littoral méditerranéen, et en particulier donc du sud-est. Je m'appuie notamment sur une série de reportages qui ont été diffusés en 1974 à la télévision française, au début des premiers mois de France Région 3, France 3, un documentaire de Daniel Lecomte, qui était un réalisateur communiste, avec un récit de François Chaumette, qui racontait et qui essayait d'expliquer pourquoi le racisme c'était dans le Sud. Et en particulier, pourquoi à Marseille, avec une forme de sudisme raciste. Et il me semble qu'à cette époque-là, on avait réagi, notamment en haut lieu. Je pense que, par exemple, les incidents dont tu parlais du 25 août ont suscité des réactions, notamment de la part du président de la République, qui s'est exprimé sur le sujet, en essayant de prévenir les dérives potentielles du racisme, en disant « la France n'est pas raciste ». Et c'est tout, c'est la seule chose qu'il a dit. Et donc, ne laissons pas les discours sur ce sujet se propager. Et du coup, ça a engendré, me semble-t-il, cet épisode, une sorte de catharsis, on pourrait dire. Et une catharsis qui, au départ, a été niée au Nord. Je ne vais pas développer la rivalité Nord-Sud de la France, mais quand même, l'idée, c'était que des journalistes parisiens du Nord venaient interroger pourquoi dans le Sud il y avait du racisme. Et ça me semble être une problématique qu'on peut développer. D'ailleurs, en y incluant Grasse, notamment. Parce que moi, du coup, en travaillant sur Marseille, je suis aussi remonté à Grasse, et où se pose effectivement la question de deuxième sujet, de la participation dans ce racisme et dans ces ratonnades, si on peut parler de ratonnades, entre guillemets, de la population. C'est-à-dire, effectivement, dans ta comparaison tout à fait judicieuse que tu proposais tout à l'heure, effectivement, à Grasse, on a beaucoup insisté sur le fait que la population avait, d'une certaine manière, aidé les pompiers, puisque c'était plutôt les pompiers qui avaient été lancés à la suite des manifestants supposés maghrébins qui étaient devant la mairie. Pourquoi d'ailleurs manifestaient-ils? Parce qu'ils se sentaient, à juste titre, victimes de la circulaire Marcellin-Fontanet qui les fragilisait en termes de présence en France. Donc pour exprimer leur inquiétude, comme tu disais, ils s'étaient adressés à celui qui semblait le plus à même de résoudre ces problèmes, le maire de la ville, et ce maire les avait accueillis évidemment avec lui aussi avec une certaine inquiétude, se parant mobilisant les pompiers qui avaient outrepassé leur rôle ici, en se lançant à la chasse aux Arabes, puisque c'était un peu ça Et d'ailleurs, ça avait traumatisé la ville de Grasse et ça avait mobilisé les médias sur justement, mais qu'est-ce qui se passe à Grasse? D'ailleurs, des médias qui étaient venus des États-Unis, qui étaient venus d'Angleterre pour essayer de comprendre pourquoi le racisme se développait d'une telle manière à ce moment-là. Et il me semble que c'est un élément important, c'est que, donc que ce soit Grasse, mais surtout Marseille, c'est aussi une manière qui fait que la société française va se poser la question, sommes-nous racistes en fait? Cette émergence du racisme, dans une année qui n'est pas anodine, puisque quelque part, moi je le raccrocherai aussi au fait que c'est cette année-là qu'est publié l'ouvrage de Paxton sur la France de Vichy. Il y a un lien à faire avec ça. C'est dans ces années-là que le chagrin et la pitié connaît toute une série de vicissitudes. C'est-à-dire que, quelque part, il y a deux mémoires qui se confrontent ici. C'est la mémoire de Vichy et la mémoire de la guerre d'Algérie qui est déjà présente à la suite de ce que tu disais, Jim. Et donc ça me semble un élément important. C'est peut-être une interrogation de la société sur ces événements proches qui deviennent... qui notamment par la bande, puisque Paxton, on le sait, c'est un Américain, nous viennent en pleine figure, alors qu'ils avaient été relativement occultés auparavant. Donc moi, c'est un élément qui m'a beaucoup intéressé autour de ça. Donc cette entrée par les territoires, donc encore une fois, est-ce qu'il s'agit de Marseille, uniquement de Marseille? Est-ce qu'il s'agit du Sud? Est-ce qu'il s'agit de la France? C'est un sujet, tout à l'heure tu l'as posé, ou c'est toi Thierry qui évoquait cette question du territoire. Ça me semble être un élément central, peut-être pour montrer que, effectivement, si Marseille est un peu l'épicentre de cette situation, finalement la question du racisme et notamment du racisme
contre les Arabes est une question qui finalement rapidement va devenir nationale, hein, et qu'il était déjà d'ailleurs un peu auparavant. Et moi je suis aussi surpris, hein, par le fait que cet épisode a tout de suite été mis en narration. Je donnerai 2 exemples, hein, le film Dupont-Lajoie. Dupont-Lajoie, ça s'inspire, enfin, quand Yves Boisset, qui est toujours vivant, hein, a monté son scénario, il s'est inspiré de quelques ouvrages, notamment un ouvrage qui s'appelle Méchouille Massacre, hein, qui était une sorte de polar de Bastide et Mertens, mais qui s'était beaucoup inspiré du réel, en fait. Et dans le film Dupont-Lajoie, qui ratonne, parce qu'il y a une ratonnade dans le film, c'est des Français moyens. C'est eux qui se lancent à la chasse à l'arabe. Et quelque part, Yves Boisset, je crois que le point nodal de son film, c'est ça, c'est la ratonnade, en fait. Et de même que moins connu, quelques années plus tard, c'est assez surprenant, une très belle archive, un feuilleton qui a été diffusé aux heures de grande écoute à 19h45, publié par le gouvernement français, par la France, par l'État français. Hein, c'était ce qu'on appelait à l'époque l'ICI, l'ICEI, l'Institut culturel d'études sur l'immigration, ancêtre lointain du musée de l'immigration, si on peut dire, hein, qui avait proposé un documentaire qui avait pour but de mieux faire connaître la population maghrébine en France. Et dans ce feuilleton d'une trentaine d'épisodes d'un quart d'heure, hein, à un moment donné, à 19h45, s'invite la ratonnade dans la soupe des Français, on pourrait dire. Hein. Le feuilleton s'appelait Château Espérance. Ça racontait l'histoire de l'intégration d'une famille marocaine en 76. Hein, c'était. Donc c'est-à-dire que ça a suscité quand même tout de suite une mise en fiction tout à fait importante. Mais ce que je voudrais faire dans mon temps imparti, puis gagner un peu de temps pour montrer quand même ce que tu as annoncé, c'est-à-dire quelques éléments d'archives de l'INA pour pas les tronquer, pour pas les escamoter. Moi, ce que je voudrais faire, évidemment, c'est de proposer aussi une mise en contexte, en fait, hein, parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas à proprement parler creuser l'événement au sens strict du terme, mais plutôt considérer l'événement comme étant voilà, une sorte de moment essentiel de l'histoire, donc, de France, de l'histoire régionale, locale, et peut-être aussi de l'histoire des relations entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Une chose qui est importante, me semble-t-il, c'est cette dimension qui montre que peut-être il faut casser la manière dont on enseigne aujourd'hui l'histoire de l'émigration et l'histoire des relations interculturelles. Souvent, on considère que la France a été accueillante jusqu'en 1974, et que la crise économique a tout de suite fermé les portes, et que globalement, c'est la caricature qu'on donne. C'est en gros, la France est ouverte et accueille, reste à savoir ce qu'on appelle l'accueil, hein, jusqu'en 74, et puis ça se ferme en 74 avec la fermeture annoncée et proclamée et d'une certaine manière accomplie des frontières par le président Giscard d'Estaing. Or, on se rend compte que la question du racisme, finalement, elle n'a jamais été aussi intense que cette année-là, que ces années-là. Hein, et quand on dit 73, finalement, c'est une manière de réviser 74. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, Jim, hein, 73, c'est aussi 72 et 71. Hein, on pourrait d'ailleurs... moi, je suis très intéressé par questionner ces rythmes, ces segments temporels. Donc oui, finalement, 73, ça vient un petit peu perturber notre vision manichéenne, hein, de l'histoire de l'immigration en France depuis 1945. Il y aurait eu voilà, un temps d'accueil, un temps de rejet. C'est absolument pas ça. Et c'est absolument pas ça parce que, je le dis de mon point de vue, c'est-à-dire le point de vue de celui qui travaille plutôt sur les représentations. Évidemment, si on travaille sur d'autres sujets, peut-être que il y aura une contradiction, hein, il y aura un rythme différent. Donc ça, c'est un premier élément que je voulais verser au dossier. Le deuxième élément, hein, me semble-t-il, c'est que ce racisme anti-arabe qui est très lié à tout ce que tu as dit, Jim, hein, et sur lequel je suis tout à fait d'accord, occulte aussi des problématiques qui touchent d'autres populations, qui à l'époque sont moins visibles d'une certaine manière. Hein, je pense effectivement à la question des Portugais, je pense effectivement par exemple à la question des réfugiés chiliens la même année, je pense aussi à une présence qui devient importante de manière au niveau du travail qui est la migration asiatique. Donc il y a peut-être aussi à réfléchir sur cet écran qui est fait par l'immigration maghrébine, en particulier ici à Marseille, dans ce cadre-là. Moi j'ai été aussi frappé par quand j'ai commencé à écrire, tout à l'heure tu as montré l'ouvrage de Fausto Giudice, arabicide, hein, ce terme me semble voilà, peut-être aussi à verser à la réflexion sur comment nommer les choses. Hein. Et quand on regarde cette chronique des morts
également dans la thèse et dans l'ouvrage de Rachida Brahim, on voit effectivement qu'il y a aussi ce temps long qui montre que, comme vous l'avez montré, hein, il y a une sorte de récurrence qui fait que on peut remonter à des violences jusqu'à... alors si on parle de l'Hexagone, hein, tu parlais, on a vu Sylvie Thénault 56, mais tout à l'heure on parlait de 53. Hein, et puis si on reste sur la France, on peut remonter à l'époque coloniale, et puis on peut continuer après hein, jusqu'à... Bon, mais effectivement, pendant la marche pour les... 45, bien sûr, si on considère que la Méditerranée n'est pas une limite autour de ça, hein, mais plus tard aussi, hein, en 83, et puis jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il y a cette dimension extrêmement, je dirais, récurrente, et peut-être cette fois-ci qui est presque... non plus conjoncturel, hein, mais structurel, hein, on pourrait réfléchir autour de ça. Voilà. L'autre élément, hein, c'est sans doute, je ne développe pas plus parce que tu l'as évoqué, hein, cette notion de paroxysme. Autour de la réflexion sur le racisme, est-ce que finalement il y a comme ça des dates qui surgissent, hein, comme les Vêpres marseillaises ou les massacres d'Aigues-Mortes, comme ça des dates qui nous viennent qui nous tombent à la figure. Alors parfois c'est une année avec un mois et un jour, qui sont des moments paroxystiques du racisme, qui sont finalement la partie visible de l'iceberg, on pourrait dire. Mais qui n'empêche que, finalement, il y a une sorte de banalité aussi de ce racisme, qui est là aussi un élément à questionner, puisque, encore une fois, l'exceptionnel de 73 et l'intensité, moi je parle beaucoup d'intensité, doit être corrélé avec la banalité de cette chronique des faits divers, hein, que Fausto Giudice montre très bien dans ce cadre-là. Autre élément, c'est alors dans ce contexte, effectivement, c'est l'idée selon laquelle ces épisodes marseillais et du Sud ne sont pas à déconnecter d'autres épisodes autour de la question de l'immigration. Je pense qu'en 73, par exemple, le militantisme a amené, le 21 juin 73 en particulier, à Paris, donc on n'est plus à Marseille, à la Mutualité, une meeting qui avait été organisé par le groupuscule d'extrême droite Ordre Nouveau, qui s'intitulait tout simplement « Halte à l'immigration sauvage », hein, c'était le terme. Voilà. Et ça avait occasionné une mobilisation de la Ligue communiste d'Alain Crévin, qui avait, donc dans ce contexte, vous voyez, je pense que, qui avait suscité un vaste débat parce que les gauchistes, enfin les militants de la Ligue communiste s'étaient affrontés avec la police, et le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avait décidé de dissoudre les deux structures. La Ligue communiste d'un côté et Ordre Nouveau de l'autre. Et il y a eu un débat autour de du parallélisme, exactement, hein, du parallélisme entre les deux structures qui sont renvoyées dos à dos dans ce contexte-là, ce qui va évidemment susciter un regain de militantisme hein, autour de l'immigration, puisque 73, c'est aussi la création du GISTI, une nouvelle forme de militantisme. C'est aussi un militantisme dont les acteurs sont aussi des immigrés, hein, qui a commencé quelques années plus tôt, mais qui va vraiment se mettre en place ici, dans ce cadre-là. Et puis, il y a un autre sujet que je voulais aborder, qui me semble essentiel, c'est, et tu me dis si... 5 minutes, d'accord. Tu l'as dit, vous l'avez dit un petit peu, c'est dans ce qui se passe à Marseille, dans les commentaires que l'on fait sur Marseille en 73, il y a cette notion qui est toujours présente, qui est la notion de seuil de tolérance, que tu as évoqué, Jim. Vous allez le voir tout à l'heure dans un reportage, hein, où on considère que finalement, tu l'as très bien dit, hein, le racisme est presque justifiable parce qu'il y a trop d'immigrés dans cette ville, et que cette trop forte présence serait une manière de justifier le racisme. Je rappelle que cette notion de seuil de tolérance était très en vogue à cette époque-là, comme une capacité à interroger les choses. Et donc se pose la question du nombre. Une question du nombre qui commence à apparaître, non pas avec la crise économique, mais bien avant. Il me semble que la peur du nombre, elle est déjà présente juste à la fin de la guerre d'Algérie, mais ça, faudrait peut-être en discuter. Il y a beaucoup d'interrogations qui sont posées hein, autour de la trop forte présence de cette population immigrée, notamment algérienne, qui n'est pas rentrée chez elle d'une certaine façon au moment de l'indépendance. Et donc dès 63-64, quand les flux restent constants et importants, il y a des interrogations sur justement le trop-plein. Et cette notion de trop-plein, elle est une manière d'expliquer hein, à défaut, hein, la question du racisme dans ce cadre-là. Donc il me semble que la peur du nombre, donc quelque part, cette notion plus tardive de grand remplacement, elle est déjà présente dans les esprits dans ce cadre-là. Et puis, oui, la mémoire,
c'est finalement, alors peut-être que Vichy, tout ça, c'est un élément qui joue, mais bien sûr, un élément qui est très important dans l'esprit autour de la guerre d'Algérie. Tu parlais de Gabriel Domenech tout à l'heure, hein, c'est ce lien qui est fait avec le transfert d'un racisme du sud de la Méditerranée vers ce nord, donc sud français, cette mauvaise mémoire, cette mauvaise digestion, ces remugles, on pourrait dire, de la guerre d'Algérie qui... Alors, c'est peut-être une question de temporalité. 10 ans après, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, y a peut-être cette dimension-là qui émerge. Temim avait beaucoup travaillé là-dessus, sur cette notion de digestion, en quelque sorte. Les anciens de l'OAS sont, au bout de 10 ans, plus à même de s'exprimer, ou en tout cas de délivrer leur violence, que quelques temps après, où ils étaient quand même encore traqués. Et puis aussi, la question palestinienne qui est très présente dans la manière dont on va notamment militer autour de ça dans ce contexte. Mais comme je vois que le temps tourne, je vais peut-être vous proposer, ce sera mieux encore, j'espère en tout cas, je vais peut-être vous proposer 3 archives, sans dépasser le temps. Hein. Alors la première, elle est très courte, hein, c'est le journal télévisé, pour montrer qu'on en parle quand même, hein, qui annonce le 27 août 1973 la mort du tramino Émile Gerlache, en une de l'actualité. Hein. Ensuite, il y a un entretien avec Monseigneur Etchegaray, qui essaie l'archevêque de Marseille, qui essaie de calmer les esprits, de faire en sorte que les esprits ne s'échauffent pas. Mais je voudrais simplement vous faire écouter ce début d'annonce, hein, de teasing. Les obsèques du conducteur d'autobus marseillais tué par un Algérien auront lieu demain. Ce drame a provoqué une brutale poussée de xénophobie à Marseille, où les travailleurs algériens sont très nombreux. L'intersyndicale des traminots de Marseille a décidé d'observer demain un arrêt de travail, tout en précisant que ce meurtre ne doit pas conduire au développement du racisme et qu'il y a eu d'autres agressions contre les 2 conducteurs d'autobus qui n'étaient pas le fait d'Algériens. De son côté, l'ambassade d'Algérie tient à préciser que l'auteur de cette agression est un malade mental depuis 1969. Mise en garde également contre le racisme par l'archevêque de Marseille. Voilà, donc ce lancement est déjà très significatif, vous voyez, parce qu'on dit à Marseille où les travailleurs immigrés sont très nombreux. Donc déjà cette notion du nombre, elle est présente, hein, et puis effectivement cette difficulté de défendre cette victime cette victime d'un meurtre de la part d'un Algérien, dont on précise qu'il est un malade mental. Et là aussi, ça pose la question de s'interroger aussi sur le meurtrier, hein, Salah Bougrid en particulier, hein, dont le parcours mérite aussi d'être étudié. Donc ça, c'est effectivement un reportage quelques jours après ce dramatique fait divers. Le 4 septembre, un peu plus tard, intéressant de voir l'ambiance à Marseille, et puis un entretien avec le maire Gaston Defferre qui va montrer un petit peu l'ambiguïté qui est la sienne autour du sujet. Le sociologue estime que le taux de 10% est le taux maximum d'acceptation d'une minorité au sein d'une entité nationale. Près de 40 000 Nord-Africains vivent aujourd'hui dans la cité phocéenne. À Marseille, 4 arrondissements dépassent ce seuil de 10%. Le pourcentage record, l'Estac, est le 16e arrondissement qui compte plus de 18% de population nord-africaine. La réaction du député-maire de Marseille était en cette période de doute des plus intéressantes. Monsieur le député-maire, on reprend souvent, facilement quelquefois, les propos de l'ancien garde des Sceaux, du général de Gaulle, Edmond Michelet. Le racisme, c'est la vérole. Quel est votre sentiment, le sentiment de l'élu et de l'homme politique à ce sujet? Ce raccourci est frappant et il illustre bien l'état d'esprit d'un certain nombre d'extrémistes qui voudraient attiser des sentiments qui existent hélas trop souvent dans le cœur des hommes. Mais ce mot doit être interprété. À Marseille, par exemple, nous avons de nombreux travailleurs étrangers. Or, il ne suffit pas de poser le problème de la souffrance, de l'exploitation honteuse, inadmissible de ces travailleurs étrangers par un certain patronat, avec la complicité du gouvernement. Il faut aussi poser le problème des difficultés que connaît la population marseillaise quand il y a une trop grande concentration d'étrangers dans certains quartiers, du fait aussi de la politique gouvernementale. En vérité, la France est devant un choix.
ferons-nous comme les États-Unis d'Amérique, qui ont importé des esclaves pour les exploiter et qui en subissent maintenant les conséquences? C'est-à-dire qui ont basé le développement de leur économie sur une main-d'œuvre étrangère et qui a été soumise aux pires contraintes. Ou au contraire, aurons-nous la clairvoyance de poser le problème et de faire des choix qui nous permettront d'éviter le conflit racial qui nous menace. Voilà, le conflit racial qui nous menace. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit la faillite de la gauche, en fait, qui se met en place ici très clairement parce qu'il a un propos antiraciste et en même temps un propos raciste. Propriétaire du Méridional. Oui. Oui, bon, moi je m'en tiens au discours, mais oui, non, tu as raison. Le provençal, hein, pas le méridional. Hein. Ouais, ouais. Non, mais les deux. Mais juste pour décortiquer le discours, donc il parle de l'exploitation honteuse des travailleurs immigrés, et en même temps il évoque la trop forte concentration et la nécessité de déconcentrer et peut-être la prochaine guerre raciale qui nous attend. Hein, et ce sujet est extrêmement important. Les États-Unis est étonnante. Avec cette notion de 10% de la population oui. Qui serait soi-disant tolérée. Oui. Alors ça c'était. Là, ça serait insupportable. Oui. Oui, absolument. Oui, pardon, excusez-moi. La dernière, alors c'est plus tard, c'est donc tout à l'heure Jim évoquait l'attentat contre le consulat donc en décembre, un peu plus tard. Hein, tu as parlé de cette période de septembre où il y a donc les meurtres, et puis ensuite Marseille, voilà, et puis décembre. Et là, c'est un reportage qui montre un peu l'ambiance, notamment de mécontentement de la population algérienne qui vient dans la rue, comme tu disais tout à l'heure pour 61, qui occupe l'espace pour marquer son mécontentement. Et donc, presque comme une sorte de reportage d'ambiance qui est évoqué à la télévision. Je rappelle que c'est trois documents, hein, il faut juste les contextualiser. Le premier, c'est les informations nationales. Le second, c'était les informations locales, avec Gaston Defferre. Et là, on est sur, effectivement, le journal télévisé local également. 14h cet après-midi, le quartier de la rue Dieudé à Marseille est bloqué. Plusieurs milliers de Nord-Africains sont massés devant le consulat d'Algérie. Massés autour de deux hauts fonctionnaires envoyés spéciaux du président Boumediene et autour de leur ambassadeur. C'est une manifestation à la mesure de l'événement lui-même. Vous voyez la forte émotion qui étreint l'ensemble de la colonie algérienne de Marseille. Bien entendu, il est dans mes intentions d'appeler les Algériens au calme, de ne pas répondre à la provocation. Est-ce que vous pensez que cela va compromettre les relations franco-algériennes? Je vais prendre contact incessamment avec mon gouvernement, qui s'est réuni du reste, et qui prendra les mesures. Mesdames et messieurs, nous vous avons demandé de participer à ce rassemblement afin d'exprimer dans le calme et dans la dignité toute notre émotion. Ce sont des criminels, racistes et agissent en toute impunité. Et à ce jour, aucun d'entre eux n'a été arrêté. Nous lançons un appel à tous les travailleurs algériens de demeurer vigilants et d'éviter toute provocation d'où qu'elle vienne. Mais l'appel au calme n'est pas dans toutes les bouches. Un Algérien est venu affirmer: les enquêtes de la police piétinent, ce qui encourage les assassins. Mais l'immigration algérienne ne peut plus supporter cela. Plusieurs milliers d'Algériens sont là. Quelques centaines vont décider d'aller manifester devant la préfecture. Ils en seront empêchés. Pendant ce temps, à l'hôpital, il y a les 22 blessés algériens. 15 sont dans un état grave. Et la levée des corps des 4 morts aura lieu demain à 13h. Alors on voit que l'ambiance se tend effectivement, c'est en décembre, hein, c'est donc après l'attentat qui suscite une dimension supplémentaire, comme on vient de le voir, puisque vous avez à la fois la réaction de l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Bedjaoui, quelques temps après la visite du ministre des Affaires étrangères qui était donc Abdelaziz Bouteflika à cette époque, et puis finalement l'intervention, en l'occurrence ici, des représentants du pouvoir algérien, hein, l'amicale,
qui demande un appel au calme. Mais il y aura quand même une mesure symbolique à l'issue de ces crimes. L'Algérie va officiellement suspendre l'émigration vers la France. Et c'est une mesure très symbolique qui n'apporte pas beaucoup de changements, mais c'était quand même une manière de manifester aussi le fait que l'affaire est montée à un niveau diplomatique très haut. Voilà. Merci à Yvan Gastaut pour cet éclairage en images pour finir, cette contextualisation, ces rythmes d'écriture de l'histoire, cette façon de situer aussi cette question du racisme à différentes échelles de temps et d'espace. Moi, j'étais très sensible aussi à la question du racisme dans le Sud et de voir ce discours parfois du Nord sur le Sud et assez peu réciproquement. Donc, je crois qu'il y a plein de pistes de débats qui ont été posées aussi bien par Jim House que par Yvan Gastaut. Donc, pour 20 minutes, puisqu'on a pris un peu de retard, mais avant de faire une pause, si on veut, voilà, si vous avez des questions, des réactions, des propositions, des débats autour de cette premier moment, première séquence de notre journée d'études dans ce musée d'histoire, même qui pourrait un jour s'appeler, c'était un débat que nous avions eu avec Bouzanis, musée des histoires de Marseille, mais c'est une autre question. La parole est à vous. Qui souhaite la prendre? C'est toujours la première question, est toujours la plus une réaction par rapport aux images d'archives, peut-être, aux questions soulevées sur de quoi Marseille 73 est-il le nom? Bonjour. Bonjour. Ça marche, je pense. Voilà. Bernard Genet, j'étais à l'époque, je suis Marseillais, pas de naissance. J'étais à l'époque, tout à fait par hasard, on est en août, secrétaire de l'Union départementale CFDT, parce que les permanents étaient en vacances. Donc j'étais pas permanent, mais on m'avait donné les clés parce que c'était en août, il ne devait rien se passer. En gros, c'est ça l'idée. Bon. Et il y avait, dans les locaux de l'Union départementale CFDT, un permanent de la RTM, des Traminots, donc CFDT, minoritaire dans la RTM, mais qui était là, et qui a tenu, parce que j'en ai parlé avec lui, le discours qui a été repris dans l'archive, c'est-à-dire que les attentats contre les chauffeurs, c'est monnaie assez courante. Et donc, cette position de l'intersyndicale Traminote est importante, puisque ça a évité effectivement que cette corporation-là endosse le discours raciste. C'est très, très important. Et je le tiens de ce personnage qui s'appelait M. Émile Martinucci, il est décédé depuis, mais qui était sur place. Bon. Autre chose, et ça fait partie de ma mémoire en tant que secrétaire très, très passager de l'Union départementale CFDT, j'étais à l'époque délégué syndical CFDT au port autonome de Marseille, donc ça n'avait pas un rapport très, très direct, mais ce qui se passe, c'est qu'il est organisé, après les provocations de Domenech, disons une manifestation, à laquelle l'Union départementale CFDT décide de participer, parce que dans les gens qui sont au congé, donc les permanents ne sont pas là, il y a un militant de la gauche prolétarienne, il doit y en avoir 2 de la Ligue, etc. Bon, et tout le monde dit, mais il faut absolument que l'Union départementale manifeste pour protester contre les menaces racistes. Et donc on se retrouve à une manifestation, je revois encore des images sur le cours Belzunce de cette manifestation, qui est menée par le permanent de la Ligue communiste de l'époque, et d'autres, dont je suis, et quelques autres militants, et qui va se terminer, l'anecdote, c'est pas une anecdote, quelques semaines après, il se tient dans un village de vacances qui s'appelle les Eaux Salées, qui est dans une calanque à côté de Carry-le-Rouet, ce qu'on appelait à la CFDT à l'époque l'école normale ouvrière, c'est-à-dire une espèce de stage de rentrée pour les militants de haut niveau, entre guillemets, à laquelle vient participer et anime un des permanents confédéraux qui s'appelle Hubert Le Sire Augrel, et qui, à un moment donné, me prend à part en disant « Oui, le racisme, il faut faire quelque chose, mais tu ne travailleras plus jamais avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est la LCR, c'est la gauche prolétarienne, etc. » Bon, dont acte, j'étais plus secrétaire de l'UD, j'avais juste assuré un intérim et tout. Donc tout ça fait partie de ma vision, mais en même temps, je le dis aussi parce que c'est une période où je suis allé à la manifestation du Larzac en juillet, où on parlait beaucoup de la dissolution de la Ligue communiste. Je suis allé au mois de septembre à la manifestation à Lippe,
Oui, effectivement, on a parlé d'un autre avenir, d'une autre gauche qui a été recalée. Enfin, la CFDT de cette époque-là, et surtout à Marseille, n'était pas la CFDT qui sera recentrée plus tard. Bon, tout ça, pour moi, fait écho. Toute cette période-là, c'est pas simplement Marseille, c'est tout ce qui s'est passé autour, effectivement. Le meeting de la mutualité, l'IP, la candidature Piaget et son échec. J'ai gardé comme une douleur CFDTiste un Edmond Baird qui dit « Un ouvrier ne sera jamais président de la République ». Et ça, je ne l'ai jamais digéré, et je le dis aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, de ce témoignage et de ces précisions, de cette position au moment syndical. Je pense que voilà, l'histoire ne cesse pas de s'écrire et on a vraiment besoin de faire remonter des éléments, des témoignages, des sources de ce moment-là. D'autres questions, réactions Oui. Bonjour. Bonjour. Vous évoquiez à un moment donné, je ne sais pas si le terme approprié c'est régionalisme ou parisianisme, mais peut-être une perception dans le traitement de l'année 73 depuis les journalistes parisiens, donc, et de manière générale cette notion d'associer le Sud à un certain racisme bien de chez nous. Et je me demandais si s'il existait une contrepartie sur un antiracisme régionalisé aussi. Est-ce que, du point de vue des historiens, mais peut-être également des militants à Paris, qui du coup avaient déjà vécu effectivement les événements de 1961, est-ce que la perception de 1973, c'était pas aussi une originalité dans le racisme du Sud, mais aussi une originalité dans l'antiracisme du Sud, dans le militantisme? On a vu ces travailleurs algériens à l'instant dans l'archive qui manifestaient rue Dieudé. Et du coup, je me demandais si on avait des traces de ce que, par exemple, des syndicats ou des associations basées à Paris auraient pu exprimer à cette époque-là quel était leur point de vue sur ce qui se passait à Marseille et j'imagine dans la région autour. Alors, Yvan Gasto pour la partie sud et la partie plutôt parisienne peut-être pour Jim House. Bon, je crois que c'est une bonne question. C'est un sujet qui pose la question des récits, me semble-t-il, de la mise en scène des choses. Dans la presse, dans Le Monde par exemple, moi j'avais tourné les pages des journaux, donc juste après les incidents de septembre, le titre était « Marseille, capitale du racisme ». Donc on considérait que Marseille c'était la capitale du racisme, et j'aurais tendance à considérer que compte tenu de cette stigmatisation marseillaise, il y a eu plus tard, dans les années qui ont suivi, la volonté de contrebalancer cette image. À mon avis, c'est un jeu d'image qui s'est fixé. Parce qu'effectivement, vous avez raison, quand on voit les archives, on voit aussi qu'il y a une mobilisation. Et vous le dites, l'histoire de 73, c'est aussi l'histoire de multiples manifestations de rue, la rue, alors les manifestations dans Marseille et puis effectivement tout autour des manifestations notamment de militants, comme tu dis, le Larzac, l'IP, c'est 73, et l'antiracisme prend une tournure intense dans le post-68, en 70, 71, 72, on a des manifestations importantes qui sont pas tant territorialisées que ça, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que tout est un peu dans le récit. Mais il me semble effectivement que, moi, l'analyse que je fais, c'est que compte tenu du fait qu'il y a Marseille provoque un électrochoc, une sorte de prise de conscience, même si des choses existaient avant, il y a une sorte d'électrochoc comme ça, et le réflexe de ceux qui font l'information, il faut bien le dire, c'est de considérer que non, mais ça se passe dans un foyer là, c'est un foyer qui fait qu'on va ce foyer c'est le Sud, c'est Marseille en particulier, et donc ça participe. Et je dirais même que quand plus tard on dira au contraire dans les années 90 que Marseille c'est le laboratoire de l'harmonie entre les communautés, ça participe du même mouvement en fait, même si c'est totalement à l'inverse. C'est cette manière à chaque fois de cibler, comme s'il y avait des villages de Justes à un moment donné pendant la guerre. Moi, je sais, dans ma région, Saint-Martin-Vésubie, village de Justes, on aurait dit que les gens étaient tous des anges. Dans ce cas, non, oui, donc c'est un peu cette manière où là, les gens sont tous racistes. Bien sûr que c'est pas là. Donc il y a deux niveaux à mon avis, de perception, et vous avez raison de nuancer. Finalement, le fait qu'à cette époque-là, on a beaucoup appuyé sur le racisme, peut-être trop sur le racisme à Marseille. C'est un sujet. Et effectivement, quand on regarde les archives, on a aussi une occupation de la rue, souvent en titre antiraciste, et notamment, comme vous disiez, monsieur, le fait que ceux qui sont dans la rue pour soutenir, pour dénoncer les actes de violence dans les bus,
chose qui finalement est aussi, on retrouve dans une actualité plus récente, les transports en commun étant des lieux de tension, prennent la précaution, comme le dit le journaliste, de dire attendez, c'est pas pour autant qu'on veut se prononcer contre les Arabes. Il y a un roman de Raymond Jean, quelques années plus tard, qui s'appelle La ligne 12, qui était un universitaire aixois qui avait raconté, qui s'était inspiré de ce qui s'était passé à Marseille, mais pour raconter finalement l'inverse. C'est-à-dire un Arabe tué dans un bus, c'est un peu différent, à l'inverse. C'était inspiré de cette narration pour en proposer une autre, ligne 12. Jim, peut-être pour la partie parisienne. J'ai très peu d'informations, mais je pense qu'en termes de questions de recherche, enfin en termes de sources, les archives du MRAP devraient être utiles sur ce plan-là pour comparer donc l'organisation nationale qui est présente sur le terrain dans les deux villes, les allers-retours de militants MTA entre Paris et région parisienne également. Voilà, donc il y a sans doute des choses déjà dans les entretiens qui ont été réalisés avec d'anciens militants du MTA. Voilà, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment... parce que je n'ai pas travaillé sur la région parisienne pour les années 70, sauf pour voir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de tensions entre l'extrême gauche et l'amicale des Algériens sur des questions à partir de questions politiques, mais qui se traduisaient par donc des rivalités autour des commémorations du 17 octobre. Par exemple, chaque année, il y avait, à un moment donné, dans les années 80, il y avait jusqu'à 4 commémorations différentes du 17 octobre à Paris. Voilà. J'ai entendu quelques frémissements au moment justement de l'archive avec les paroles de Gaston Defferre. Est-ce qu'il n'y a pas quelques questionnements? Il y a une prise de parole, puis ensuite devant. Je vous en prie, bonjour. Oui, bonjour, Marie-Laure Mahé. Oui, moi je pense que le MTA, c'est effectivement hyper important pour faire savoir. Pour les non-initiés, vous pourrez dire MTA MTA, donc le Mouvement des Travailleurs Arabes. Qui est effectivement né à Paris, mais où beaucoup de militants venaient justement à Marseille, à Belzins, dans ce quartier, ont été très très présents et très déterminants à mon avis. Et donc, je pense, Yvan disait, ce qui fait aussi qu'on sait ce qui se passe, c'est vraiment le fait que les militants ne laissent pas cette mémoire se perdre. Et moi, j'ai été quand même très très étonnée de découvrir ce que maintenant tout le monde, enfin en tout cas les personnes qui sont dans cette salle au moins connaissent, mais depuis quand même très peu de temps, c'est les 7 morts du 14 juillet 1953, parce que c'est quand même très 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 récent. Moi j'étais dans une salle de cinéma où Daniel Kupferstein donc présentait son film sur le 17 octobre 61. Quand, à un moment donné, quelqu'un dans la salle lui dit, donc ça c'était il y a 7 ans, 8 ans à peu près, dit « Mais est-ce que vous avez entendu parler du 14 juillet 53 ?» Et en fait, personne pratiquement, et Dieu sait qu'il y avait des militants de l'immigration, des chercheurs, et très peu de personnes connaissaient cette histoire. Bon, Daniel la connaissait pas non plus, et à partir de ce moment-là, il est parti à la recherche. Donc 53, avant le déclenchement de la guerre en Algérie. Donc, de quand date l'amicale des Algériens? J'ai pas du tout cette information. Je ne sais pas si vous pouvez le dire. Évidemment, le MTA n'existait pas. Et donc, il y avait un Français. Il y avait 6 Algériens et un Français syndicaliste. Et en fait, alors il y avait aussi, parce que du coup, je pensais aussi aux événements, au massacre, quand même, on va dire, parce qu'on ne sait pas si c'est quelques dizaines ou quelques centaines, selon les sources. Mais bon, en tout cas, c'est un massacre, forcément, octobre 61. D'ailleurs, un peu avant, le 17. Et là, en fait, c'était les organes de presse qui ont un peu, qui nous ont révélé un peu cette histoire après, même s'ils ont été mis sous le boisseau, mais on connaît les images. Je ne sais plus, c'est à Kellakian, je crois. Enfin, on a des images de journalistes. Et là aussi, il y avait un journaliste, mais qui s'est fait, qui a subi des pressions et donc que Daniel a retrouvé après. Mais cette histoire s'est perdue aussi
aussi parce que la presse n'était pas présente ce 14, ou en tout cas n'a pas révélé plus que ça, ce 14 juillet 53. À ma connaissance, c'est la dernière fois qu'il y a eu une manifestation pour le 14 juillet, parce qu'en fait, il y avait beaucoup tous les 14 juillet, il y avait une manifestation à Paris. Les personnes qui sont ici, je pense, n'ont pas vécu des manifestations le 14 juillet. Après ça, me semble-t-il, ça s'est arrêté. Donc voilà. Et comme le 1er mai qu'on connaît, il y avait énormément qu'on connaît encore maintenant, donc beaucoup de cortèges nationalistes, surtout à Paris. Eh bien là, c'était le cas aussi pour le 1er mai aussi, mais aussi donc pour le 14 juillet. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu Après, j'imagine que vous avez sûrement l'information depuis, puisqu'il y a eu un film dessus, un livre aussi. Mais voilà, et le parti communiste qui était présent, qui aurait pu, à un moment donné, il y a eu un conflit entre eux suite à un changement de ligne par rapport à la guerre d'Indochine et tout ça, et ils ont laissé tomber. Et en fait, ces 7 morts n'ont jamais été, aussi bien pour le Français que pour les Algériens, n'ont jamais été punis, quoi. Voilà. Merci. Il y a... oui. Oui, par rapport à 53, donc les corps des victimes sont rapatriés en Algérie depuis Marseille. Voilà. Et donc à ce moment-là, quand les corps arrivent en Algérie, c'est dans la presse nationaliste. La presse nationaliste en parle. Donc il y a ce phénomène-là de Marseille, donc lieu de départ des corps. Qu'il faut voir, parce qu'on le retrouve aussi en 73. Voilà, donc il y a ça. Et en termes de lien, bien sûr que le lien évident, 53-73, c'est la présence en 53, il y a Papon déjà à la préfecture de police. Voilà, et donc en termes d'occultation, déjà, donc avant 61, vous avez le cas de Papon. Voilà, et donc je pense que c'est l'historien Emmanuel Blanchard qui a le mieux traité la question de 53, donc en tant qu'historien de la police parisienne, et justement par rapport à ce qu'il avait déjà vu dans les archives pour 61, donc il est remonté sur le plan chronologique, et donc son livre, la police parisienne et les Algériens, donc parle bien de 53. Les allers-retours chronologiques sont effectivement à questionner au-delà de Marseille 73. Qu'est-ce qui se joue avant comme crime? Qu'est-ce qui est identifié? Qu'est-ce qui est bien repéré? Voilà, je pense que ça vaut aussi la peine de soulever ce type de questions. Samia Jabani. Oui, je voulais revenir sur cette question qui me semble très importante, qui est celle de comment finalement s'est constitué et s'est structuré le réseau associatif et militant autour de ces questions. Et il y a un événement dont on n'a pas parlé, mais qui, à mon avis, a beaucoup compté aussi sur cette mobilisation collective qui s'est inscrite dans cette période postcoloniale. C'est évidemment l'affaire d'Arinck, qui a été une affaire très importante et qui a mobilisé beaucoup d'acteurs divers, des syndicalistes, mais aussi des acteurs associatifs, et notamment, bien sûr, le mouvement des travailleurs arabes. Et puis, je voulais juste citer très rapidement les archives de la Marseillaise, mais je pense que Rachida Brahim reviendra dessus tout de suite. C'est vraiment une source extrêmement importante pour documenter le positionnement des uns et des autres, et cet appel que vous avez évoqué, monsieur, qui était justement celui de ne pas laisser la récupération raciste. Je trouve que c'est très intéressant pour aussi documenter aujourd'hui le lien entre ces affaires, leur traitement médiatique et la façon dont ça va constituer ou pas une opinion à Marseille. Donc voilà, je voulais les citer parce que les archives de la Marseillaise sont extrêmement précieuses. Ce sont des archives de presse locales. Et alors, je ne sais pas si c'est les archives du pauvre, mais en tout cas, elles sont extrêmement précieuses. Merci. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite pause d'un quart d'heure, 10 minutes. Il y a du café qui nous attend dans le hall. Et puis après, nous recommencerons avec Rachida Brahim dans 10 minutes, un quart d'heure. Merci. À tout de suite.